chế thì để tàu cho và tận gì năng chống là cho mùa năm mùa hậu vừa nó chỉ cho nên thì mùa đây. Voilà, donc le grand-père, il a expliqué un peu l'histoire depuis qu'ils ont fui le pays jusqu'à la Guyane. Il a expliqué comme quoi en 1975, suite à la prise au pouvoir par les communistes, donc il y avait les persécutions. Donc il est obligé d'emmener sa famille ainsi que les frères et sœurs et d'autres villageois, parce qu'il était quand même un chef du village là où il habitait. Donc ils ont fui le pays pour pouvoir traverser dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Donc en traversant la jungle pendant des jours et des nuits, malgré cela, il y a quand même des membres de la famille qui se font quand même exterminer. Donc il y a des personnes qui sont décédées dans la jungle. C'est très désolant, mais il faut le faire avec. Donc il a raconté, quand il était petit, à peine 10 ans, comme les soldats étaient venus tuer leur village, ils étaient partis réfugiés à côté dans la forêt. Et quand il a voulu suivre son papa pour repartir au village pour regarder s'il y avait, pour amener de la nourriture. Donc, quand ils sont partis sur le chemin, dans le chemin, il y avait des soldats qui se cachaient. Donc, ils ont tiré dessus. Et on lui a tiré aussi, comme ils sont tournés en courant, donc ils ont tiré par derrière. Et lui, ça a touché sa jambe. Ça lui a cassé l'os totalement. Donc, et là, il est tombé dans le ravin à côté. C'était à la tombée de la nuit, à 10 h, que grand-père, son papa, est revenu le chercher. Donc quand ils l'ont trouvé, il ne peut plus marcher, l'os est cassé, il y avait plein de sang. Donc on l'a amené très loin, là où il n'y a pas de soldats. Et il a été pris en charge avec sa famille. Il y a certains enfants qui sont devenus orphelins, il y a des parents qui sont décédés, il y a des frères et sœurs. Donc il a eu la chance quand même d'emmener sa famille jusqu'en Thaïlande, dans les camps de réfugiés. Et de 1975 à 1979, donc ils ont vécu dans les camps. Et pendant cette période-là, il y avait la France sous le mandat de Giscard d'Estaing, qui est président de la République. Donc au ministère de l'Agriculture, ils avaient un plan, un projet qu'on appelle le projet Plan Vert, donc qui a pour but de repeupler les zones rurales de la Guyane. Aussi de développer l'économie agricole en Guyane, parce que c'est à cette époque-là quasiment inexistante. D'autres militaires qui s'étaient chargés de la préparation de leur premier repas sur le sol guyanais. Un repas avalé entre les feux de bois et les lampes à gaz, avant que les familles ne se voient attribuer une place dans les tentes et abris dressés à leur intention. Ils sont arrivés en Guyane, mais il a expliqué tout à l'heure que ça ne fait pas vraiment unanimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas tous les élus locaux qui étaient quand même d'accord, parce que par crainte, par des rumeurs comme quoi il y aura une inondation d'immigration. Ce projet d'immigration de réfugiés politiques n'a pas fait l'unanimité. Ainsi, quelques jours avant leur arrivée, une manifestation à l'appel des partis de gauche regroupait quelques 500 personnes dans les rues de Cayenne. En tête du cortège, le sénateur-maire du chef-lieu, Léopold Eder, leader du PSG, décédé en 1978. À ses côtés, entre autres, l'actuel secrétaire général du parti, Gérard Holder. Donc, ils se sont dit, ils viennent, mais ils vont essayer de démontrer que voilà, ils sont venus quand même pour travailler, puis répondre à ce que attend l'État français. Donc, à cette époque-là, il y avait
le premier maire qui est le maire de Oukhora, c'est M. Wochut. Et il y a aussi le maire Belloni qui était d'accord pour accueillir ces futurs agriculteurs Hmong pour s'installer. 76 c'est à Cacao et 79 c'est à Mana. Donc arrivés à Mana, donc ils sont venus à Jaoué et c'était encore quasiment de la forêt vierge. Durant tous ces premiers jours, toutes ces premières semaines, le scénario fut le même. Hache sur l'épaule et couteau à la ceinture, les 28 hommes valides, les 2 jeunes de 16 ans et les femmes prennent la direction de la forêt. Une forêt qu'il faut attaquer pour qu'elle rende en nourriture et en possibilité de vie. L'avenir pour eux, ce n'est pas une expérience pour quelques mois, c'est une réalité qu'il faut réussir. Donc c'est à 1 kilomètre du village Akaroni où s'est bâti le nouveau village qui portait le nom de la mère Anne-Marie Jaoué. Donc c'est pour ça qu'on appelle le village Jaoué aujourd'hui. Et à cette époque-là, ils ont commencé par déboiser, donc l'État français ainsi que la municipalité a aidé les habitants à défricher. Donc ils ont contribué disons, à l'achat des matériaux pour les constructions de maisons, etc. Donc, et au tout début, chaque famille percevait une petite allocation qui leur permet d'acheter des choses à manger. Mais par la suite, ils ont vu que l'allocation allait se finir et puis il n'y aura plus d'aide. Donc ils ont demandé à pratiquer l'agriculture. Donc l'État ainsi que la municipalité leur a attribué des terrains agricoles. Donc ce qui leur permet de pratiquer l'agriculture. Et une fois qu'ils ont produit des produits pour les vendre, ils se déplacent pour aller au marché le plus proche possible, c'est le marché de Saint-Laurent. Je suis partie faire une formation d'agricole à la MEFER de Mana, qui était très bien aussi. J'ai pris une année de formation, des cours, et j'ai eu mon diplôme. J'ai eu un niveau bac. Et je suis rentrée en 2013 pour commencer mon dossier. Donc je me suis lancée sur l'installation agricole sur Jaoué. J'ai demandé des terrains en 2012. On me l'a accordé en 2013-2014 et en même temps j'ai lancé mon installation et je me suis installée début 2014. Donc je me suis installée, on a demandé une subvention, on nous a aidé un tracteur, des matériels agricoles. Cela nous a un peu plus aidé pour le mécanisme de l'agriculture. Hein. Donc pouvoir travailler avec les machines, c'est plus pratique. Et on s'est installé, puis on a commencé. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je vis à Jaoué, j'ai 16 ans et je suis au lycée Léopold Helfort. Eh bien, j'ai commencé ma scolarité à l'époque à l'école des Sœurs. Et puis ensuite, j'ai continué à l'école Chitsu, école primaire, et puis au collège Paul Berthelot. Et maintenant, je continue donc mes études au lycée Léopold Helfort. Et j'envisage de continuer dans les études de la médecine, pour ensuite peut-être éventuellement devenir médecin, voire médecin légiste. Eh bien, j'ai mes frères et sœurs qui ont tous continué qui ont fait des études de commerce. Je suis la seule pour l'instant en tout cas, vu que j'ai encore ma petite sœur qui n'est pas encore partie du collège.
qui ai pris des études en sciences. Mes parents souhaitaient que leurs enfants puissent continuer en commerce ou dans l'agriculture pour faire en sorte de reprendre leur champ qu'ils avaient déjà bien commencé et bien avancé. Alors j'ai fait mes études ici à Jaoué, à l'école Chitsu, donc l'école maternelle et l'école élémentaire. Ensuite, comme ici à Jaoué on n'a pas eu de collège avant, donc on était allé au collège de Mana, qui est le collège Léo Tilly. Donc j'ai fait tous les études du collège. Ensuite je suis allé à Saint-Laurent, pour le lycée après les secondes. Donc j'ai fait mes études dans le lycée Bertin Jumilia. Et quand j'ai réussi à avoir mon bac, je suis allé sur Cayenne pour continuer les études. J'ai réussi mon BTS et je me suis dit je vais aller en métropole pour continuer mes études en gestion. Je pense que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et j'étais revenu ici en Guyane pour pouvoir passer aussi le concours et devenir enseignant aujourd'hui que je suis. Ça fait 4 ans que j'enseigne ici à Jaoué, à Chitsu. Et en fait c'était un défi personnel pour moi de revenir aider les jeunes de Jaoué et aussi donner un petit exemple que tout le monde peut réussir. Quel que soit nos racines ou d'où on vient. Et le jour où je verrai mes petits élèves devenir, si on peut dire, minimum quelque chose avoir un métier qui est assez bien, quel que soit, c'est là que je dis que j'ai réussi à faire quelque chose. Les Hmong ne savaient pas écrire ni lire. Et c'était le père qui était arrivé en Thaïlande, en Laos autrefois. C'est lui qui a écrit la langue Hmong pour qu'on puisse lire. D'accord. Donc quand vous écrivez en Hmong maintenant, c'est avec les mêmes lettres? Les mêmes lettres que le français. Ok. Donc, et on lit à peu près pareil. Ok. Vous pouvez continuer à suivre les documentaires, les actualités et faits divers sur les réseaux sociaux et le site de la mairie de Mana.